Là, j'ai coupé. Voilà, je vois. Et puis on va réagir. Donc, quand on veut présenter le diapo, quand on veut, c'est lui qui nous donne le feu vert. Quand on veut présenter. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, excusez-nous pour le petit retard. On a eu quelques ajustements à faire, mais là, c'est bon, tout est prêt. Donc, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en train de se connecter et on va commencer dans 2 minutes. Très bien. Donc, on va commencer. Donc, on est ravis de voir autant de personnes sur le Zoom avec nous aujourd'hui. Donc, la Mutualité française de Guadeloupe a pour habitude de mettre en place des actions de prévention. Et depuis cette pandémie, on a dû innover ou se mettre à jour et proposer justement des actions en distanciel. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va traiter, c'est les seniors et la conduite avec 2 intervenantes. Donc, Madame Oxybel, qui est formatrice en sécurité routière, et Madame Telchid, qui est psychologue clinicienne. Donc, il faut savoir que c'est quand même la 4e action qu'on fait ensemble, la 2e en format web. Et donc, aujourd'hui, l'idée est d'aborder la question des seniors et de la conduite à travers notamment les effets de l'âge sur la conduite, les conséquences d'une conduite sous l'emprise de médicaments, l'évolution de la réglementation et des infrastructures, et l'idée de prendre en compte un certain nombre de facteurs pour permettre justement aux seniors de pouvoir conduire le plus longtemps en toute sécurité. D'accord? Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame Oxybel et Madame Telchid. Et ce que je vous propose, si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser dans le chat ou les garder ou les poser. C'est Madame Oxybel et Madame Telchid qui vont nous donner le tempo. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. Alors, il faut activer votre micro. Parfait.
Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur notre petite formation webinaire. Arlette Oxybel, comme Monsieur Geoffroy nous l'a présenté, nous a présenté notre fonction, formatrice en risque routier, et ma collègue à côté, présente-toi. Madame Telchid, qui est agréée sécurité routière, psychologue clinicienne. Alors, l'équipe pédagogique du Centre Oasis vous souhaite un travail fructueux sur ce thème qui est cher à notre cœur. Aujourd'hui, nous avons 2 heures de, je ne voulais pas dire de face à face, mais quand même de visio, et nous sommes là pour répondre à vos attentes. Le sommaire, aujourd'hui, nous aurons l'introduction, les chiffres pour l'accidentalité des seniors, la santé, l'état général, la vision, l'audition, la vigilance et la conduite, les médicaments, quels risques, choisir son véhicule, comment le faire, quelques règles de circulation à bien connaître et quand il faut s'arrêter de conduire. Alors, la question de la mobilité des seniors est un enjeu de société majeur et leur permettre de conduire le plus longtemps possible en sécurité, c'est une nécessité. Alors, comment concilier la sécurité routière et le droit des personnes âgées à une vieillesse heureuse et autonome? Parce que c'est ça notre objectif. Quand les chiffres nous parlent des seniors, 60 ans et plus, qui représentent aujourd'hui 20% de la population, et ce chiffre devait être presque doublé d'ici 2050. Oui, nous avons conduire, marcher, qui sont des activités anodines, qui font partie de nos habitudes. Cependant, malgré notre expérience, l'âge nous rend plus vulnérables aux accidents de la route. Parce qu'il y a des facteurs extérieurs qui rentrent en jeu, comme aussi le code de la route qui évolue, les routes changent aussi. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Une des solutions, c'est les stages de remise à niveau pour mettre à jour toutes vos connaissances. Oui, par rapport au stage de remise à niveau, enfin, nous trouvons que les personnes âgées, comme moi d'ailleurs, ne sont pas assez veillatives par rapport à ça. Il n'y a pas assez de demandes, alors que c'est nécessaire dans la mesure où on le verra aussi progressivement, les yeux, l'ouïe diminuent dans leur fonctionnement et qu'il y a des facteurs qui peuvent suppléer. Il y a ces pertes d'audition, de vue, etc. C'est très important parce qu'entendre et voir au volant, c'est fondamental. Alors, maintenant, les risques aussi, les chiffres nous parlent. Le risque d'avoir un accident par kilomètre parcouru augmente chez les conducteurs âgés de plus de 70 ans. Alors, justement, pourquoi les risques augmentent à partir de plus de 70 ans? Parce que, comme je disais tout à l'heure, les yeux, l'odorat, l'ouïe et puis les membres sont en diminution. D'où ces risques et d'où la nécessité de faire cette formation, enfin ce contenu, et d'où l'importance de prendre en compte ce qui est dit et de le faire effectivement. Alors, il y a des performances qui diminuent, donc nous devons adapter notre comportement et conduire régulièrement. Alors, nous allons parler de la vision. Alors, s'agissant de la vision, alors évidemment, c'est
fondamental quand on conduit. Justement, tout à l'heure, j'insistais sur faire attention à soi, faire attention à ce qui diminue en soi. Alors, quelquefois, c'est vécu comme péjoratif parce qu'il y a une sorte d'orgueil, notamment masculin, hein, et qui disent, mais non, on travaille bien clair, c'est un moins bon. Non, il est important, la vision, c'est fondamental. Parce que quand on conduit, il y a une vision périphérique. Donc, les yeux doivent se mouvoir. Il y a une vision fixe centrale, voilà, c'est ça, et une vision globale encore. D'où les yeux. J'insiste, hein, parce qu'il y a tous les éléments de la route dépendent des yeux. Et vraiment, au niveau de ma pratique, au niveau des réunions que nous avons, nous nous rendons compte que la vision n'est pas assez prise en compte. Pourquoi? Ah oui, la pulsation coûte cher, ces lunettes-là qui ont coûté cher. Certainement, mais il y a un choix à faire, soit conduire, soit mettre tout en œuvre sur le plan physiologique pour assurer une conduite sécuritaire pour soi et pour les autres. Alors, s'il faut qu'on parle un peu plus de la vision, alors la vision centrale qui nous permet de voir loin à une certaine, une certaine distance, mais aussi un certain degré de vision. En conduite, la vision est importante parce que 90% des informations que nous recevons passent par la vue. Et quand nous parlons de vision, il y a vision centrale et il y a aussi la vision périphérique. L'homme est fait pour marcher à pied. Debout, nous avons une vision à 180 degrés. Le code de la route dit que pour conduire, il faut avoir une acuité visuelle minimum de 5/10 pour les 2 yeux. Ce qui veut dire que si nous avons un œil qui fait 5/10, même si l'autre fait moins d'1/10, nous pouvons conduire. Mais quand nous avons pris de l'âge, cette vision de 5/10 n'est pas suffisante. Je prends un exemple. Pour lire un panneau avec une acuité visuelle de 10/10, pour lire un panneau d'agglomération, il nous faut 50 mètres. Pour lire un panneau plus loin, on donne l'exemple sur l'autoroute, il nous faut 100 mètres. Nous allons percevoir le panneau par rapport à sa forme, sa couleur, sa grosseur aussi, puisqu'il faut savoir que les panneaux sont plus gros quand on roule plus vite, mais nous ne pouvons lire les panneaux qu'à 50 mètres si nous sommes en agglomération, le panneau d'entrée d'agglomération, et si nous sommes sur un panneau plus grand et plus gros, à 150 mètres. Mais c'est pour une vision de 10/10. Il ne faut pas que nous voyons la face, nous devons bien faire attention. C'est pour ça qu'il y a des corrections, il y a des lunettes pour que nous ayons une vision à peu près à 10/10. Avec cette vision de 10/10, avec nos lunettes, avec nos corrections, nous avons cette facilité, ou bien mieux, nous allons mieux voir et mieux lire les panneaux, bien les voir. Il y a cette vision périphérique que nous ne pouvons pas négliger. Plus on roule vite, plus la vision périphérique est large. Donc, pour pouvoir, quand on roule vite, on regarde loin devant. Mais le fait qu'on roule vite, on ne peut pas tout le temps tourner la tête pour regarder à droite et à gauche et prendre des informations en vision périphérique. Parce qu'il faut un mouvement de la tête, il faut un mouvement des yeux. En fonction de l'image que vous avez, regardez un peu ce que ça représente. En mouvement périphérique, quand c'est flou, quand c'est pour bien voir, il faut vraiment tourner la tête. Nous avons aussi les visions indirectes. Alors, vision directe, vision fixe.
en vision indirecte par le rétroviseur. Le rétroviseur nous permet de voir toute la largeur, si le rétroviseur est bien réglé, toute la largeur de la lunette arrière. Mais nous ne devons pas négliger les angles morts, que ce soit à droite ou à gauche. Nous ne devons pas négliger ces angles morts parce qu'ils sont très importants. Et pourquoi? Parce que les angles morts, c'est important. Si quelqu'un nous dépasse, pour ne pas être surpris par un dépassement d'un véhicule, d'un deux roues, et notamment si le deux roues ne fait pas trop de bruit. Un vélo, alors on a beau dire, mais un véhicule peut se cacher dans notre angle mort. Vous pouvez suivre un véhicule en vision indirecte. Vous regardez dans le rétroviseur, à un certain moment, vous allez voir que le véhicule va disparaître. Et si le véhicule disparaît, le véhicule est dans votre angle mort. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect de vision dans les angles morts parce qu'un deux roues peut se cacher dans l'angle mort du véhicule. Tu peux ajouter quelque chose? Oui. C'est-à-dire, vous avez vu que nous insistons beaucoup sur la vision parce que quand on voit les statistiques, on se rend compte que les personnes qui ont un certain âge, et notamment, et j'insiste sur le fait que les hommes ne vont pas consulter parce qu'il y a quelque part quelque chose comme de l'orgueil masculin qui fait que maintenant, pas au moins bon toujours, etc. Non, non, non. Et c'est vraiment à prendre en compte, aller voir l'ophtalmo. On passe. Donc, 90% des informations nécessaires à la conduite dépendent de la fonction visuelle. 90%. Voilà. Ce sont nos capteurs périphériques qui nous informent de ce qui se passe autour de nous. Voyons un petit peu, à 40 km/h, comment nous voyons, vision à 100%, à 70 km/h, à 75%, et là, en vision périphérique, il y a des éléments que nous ne voyons pas, que nous avons perdu de vue. Donc, avec le temps, la sensibilité visuelle diminue. Très important. Et on constate aussi une baisse de l'acuité visuelle particulièrement marquée la nuit. Alors, concernant la nuit, il est vraiment recommandé qu'à partir de notre âge, parce que je suis dans l'âge ad hoc, il faudrait éviter de prendre la voiture. Et notamment, ce n'est pas un parti pris, s'agissant des hommes, éviter de prendre la voiture. Alors, la conduite de nuit, pourquoi nous insistons? C'est parce que la conduite de nuit, c'est une conduite qui est spécifique. On a beau dire qu'on faisait tout le temps, Voilà. Mais l'environnement évolue. L'environnement d'avant, ce n'est pas l'environnement de maintenant. Combien de phares qui sont mal réglés, voilà. Combien de véhicules qui circulent avec un seul feu, et on peut croire que c'est une mobilette. Combien de personnes qui font des grands excès de vitesse la nuit sans tenir compte des dangers que ça peut causer. Il faudrait que nous prenions conscience qu'au fil des ans, nos facultés auditives aussi diminuent. Alors, on a bien dit faculté auditive. Oui. Parce que là aussi, le problème de la surdité doit être pris en compte dans la mesure où on peut ne pas entendre le klaxon, notamment, on peut pas entendre un appel de danger que quelqu'un nous lance. Les yeux, les oreilles, fondamentales. D'accord. Donc, on peut ne pas entendre le klaxon, c'est important. Quelqu'un peut nous klaxonner. Il y a aussi les sirènes, pompiers, la police, la gendarmerie, sirènes, gyrophares allumés. Donc, les yeux et l'audition, les motos, les motards qui arrivent vite.
puisque quand on est en voiture, ce n'est pas souvent qu'on pense qu'il y a un motard qui partage la route. Nous pensons toujours rencontrer, ou presque toujours rencontrer, ou croiser une voiture. Mais on ne passe pas souvent au motard, et les motards sont bien là. Et nous avons des chiffres qui nous disent qu'il y a beaucoup d'accidents de deux roues, notamment en Guadeloupe. Nous tirons notre sonnette d'alarme. Donc, il est important de consulter son médecin traitant. Oui. Alors, le port d'un appareil de correction auditive améliore l'audition. Alors, s'agissant de cet appareil de correction, là encore, ce n'est pas un parti pris, hein. C'est souvent les hommes qui refusent de les porter parce que c'est un signe de diminution des facultés générales. Et l'orgueil, j'espère qu'il y a beaucoup d'hommes qui écoutent, hein, et l'orgueil de l'homme fera que, eh bien, il va passer outre ces recommandations. Alors, là, nous avons une petite pause là pour recueillir les questions ou répondre aux questions qui sont déjà posées, s'il y en a. Y a-t-il des questions, Jérôme? Non, pas dans le chat. Alors, si quelqu'un veut poser une question, il ouvre son micro ou bien il lève la main. Et si on n'a pas, bien on poursuit. Si on n'a pas, on continue. Donc, on fait un résumé pour... D'accord, ok. Il n'y a pas de questions. D'accord. Alors, on a parlé de l'audition, on a parlé de la vue. Maintenant, nous allons parler des ennemis de la vigilance. Qu'est-ce qui peut nous rendre moins vigilants au volant? Nous pouvons nous installer confortablement au volant, bien régler siège, ceinture, rétroviseur, tout, mais nous ne devons pas négliger les ennemis de la vigilance. Nous parlons de somnolence diurne, déjà. Là, on s'endort. On s'endort parce que, justement, je reviens toujours à un problème d'âge, hein, parce que nos facultés de résistance diminuent et que quand plus on prend de l'âge, plus comment le sommeil, enfin non, l'envie de dormir nous prend. Et lutter contre ça, c'est difficile, pour le reconnaître. Bon, donc nous sommes dans un schéma de conduite. Conduire le jour, même le jour, on peut avoir envie de dormir, toujours, je vous dis, par rapport à bon, c'est comme ça, à les pertes de nos facultés de résistance. Et la nuit aussi, encore plus, parce qu'il y a le facteur nuit qui, inconsciemment, nous amène à, surtout par rapport à l'âge, on parle, hein, nous amène un peu à nous relâcher. Alors, donc, il y a la fatigue et le manque de sommeil qui entraînent cette somnolence diurne. Il ne faut pas partir de chez soi avec une dette de sommeil. Quand on veut aussi sortir, il ne faut pas modifier ses habitudes de sommeil, notamment la nuit. On se repose et on dort normalement et éviter de modifier, de changer les habitudes de sommeil. Il y a aussi des gens qui pensent que quand ils vont prendre un stimulant, ils vont mettre la musique assez fort, voilà. Ils vont prendre de l'air frais. Ça ne change rien. Si vous sentez que vous avez une somnolence, arrêtez-vous 10 à 15 minutes. Arrêtez-vous 10 à 15 minutes. Reposez-vous. Après, étirez un petit peu votre corps et ensuite, reprenez le volant. La fatigue, on a dit, et la somnolence diurne, ça va ensemble le plus souvent.
Il y a aussi le stress que l'on ne doit pas négliger, les soucis, les stress. Alors, s'agissant du stress, par exemple, c'est souvent que ça arrive qu'après une dispute, soit conjugale, soit avec ses enfants, ou bien, etc., que le premier mouvement, on va prendre sa voiture, parce qu'on pense que la voiture va vous détendre, que la voiture, c'est le remède. Alors là, c'est la chose à ne pas faire. On peut aller dans la voiture, on reste assis dans la voiture, mais on ne la prend pas. Le stress, c'est un phénomène qui agit sur tous nos facteurs physiologiques et psychologiques. Et donc, on reste assis dans la voiture. Surtout, on parle de seniors, hein, notamment. Alors, il faut dire aussi certains jours, on doit se dire que vaut mieux ne pas prendre la voiture. Si j'ai besoin de sortir, je me fais conduire ou bien je prends un transport collectif. Il faut qu'on soit raisonnable. C'est nous qui devons prendre nos responsabilités et savoir ce que aussi nous pouvons faire. Il y a aussi le trajet familier. Je fais mon trajet tous les jours avec l'habitude de conduite. La vigilance diminue. Et ça, c'est pour tout le monde, pas seulement pour les seniors, mais aussi pour tout le monde. Jusqu'à avoir une conduite automatique sur le trajet. Et que le trajet, on ne le connaît pas au cœur. Donc, des fois, ils arrivent même à dire, oh, mais la voiture connaissait le chemin et la voiture m'a amené à la maison, tellement qu'on ne se sentait pas en train de conduire. Et conduire sans y passer. Vas-y. D'accord. Alors là aussi, il y a le manque de sommeil. Quand vous manquez de sommeil, on en a parlé tout à l'heure, ne pas négliger. Encore d'autres ennemis de la vigilance. Les heures à risque. Oui, il y a des heures qui sont recommandées pour sortir par rapport à l'ajustement. Et donc, on demande de ne pas sortir entre 2h et 5h du matin ou entre 13h et 15h le jour. Parce que ces heures-là, il y a des phénomènes physiologiques qui font que l'organisme n'est pas prêt, notamment par rapport à l'ajustement, toujours une question d'âge, hein, que l'organisme n'est pas prêt et qu'il est important de ne pas sortir entre 2h et 5h. Alors, c'est un phénomène qui arrive qu'on soit dehors, on passe la nuit dans une soirée et on a envie de rentrer chez soi. Mais n'attendez pas 2h du matin pour rentrer jusqu'à 2h du matin, vous allez vous endormir. Pourquoi nous disons aussi entre 13h et 15h, il faut rester vigilant parce que c'est après le repas. Voilà. Donc, c'est tout le monde, après manger, vous avez envie de vous relaxer, de vous détendre, et puis le sommeil, ça peut nous gagner. Et puis, donc, on fait attention après le repas. Encore d'autres ennemis de la vigilance. Alors, l'alcool, vous avez un petit schéma en cours de soirée entre amis. Comment l'alcoolémie peut augmenter pour un homme et pour une femme. Alors, l'alcoolémie peut varier en fonction, on a dit, hein, du sexe, de l'âge, de l'état de santé. Toujours est-il qu'il faut savoir que quand vous êtes chez vous et quand vous êtes dans un bar, si vous êtes dans un bar et on vous demandez un verre de vin, on va vous donner un verre de vin dans un verre à vin qui est réglementé. Vous demandez un verre de champagne, un whisky, un apéritif, vous allez voir que les contenus, les verres diffèrent, mais c'est toujours 10 grammes d'alcool que vous avez dans votre verre. Quel que soit l'alcool que vous avez dans un verre servi en bar. Quand quelqu'un vient chez nous
qu'est-ce qu'on lui dit? Je t'offre un petit punch, on lui donne la bouteille, tout ce qu'il faut pour faire le punch. Mais il ne mesure pas son alcool, son petit rhum avec un verre servi en bar. Il se sert comme nous faisons chez nous en Guadeloupe, nous nous servons de l'alcool. Ben, il faut savoir que c'est 10 grammes d'alcool qu'il y a dans chaque verre. Et si nous nous servons nous-mêmes, dans le petit punch que nous prenons, ce n'est pas 10 grammes, c'est 20 grammes d'alcool que nous prenons. Donc, faire attention que quand on prend de l'alcool, en règle générale, il dit l'alcool, c'est un verre tous les 2 jours. Un verre tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Alors, quand on dit un verre, ce n'est pas notre punch qu'on prend avec 2 grammes tous les 2 jours, pour que ça n'ait pas d'influence sur nous. Oui. Alors, on va voir l'alcool et les médicaments. Alors, certaines personnes prennent des médicaments et aussi ils prennent de l'alcool parce qu'ils disent qu'ils ont l'habitude de prendre de l'alcool et que ajouter aux médicaments, ça ne change pas grand-chose. Oh, c'est faux. C'est marqué d'ailleurs hein, sur les boîtes, etc. On ne peut pas consommer d'alcool. D'accord. Ouais. Il y a aussi l'alimentation. Il ne faut pas manger trop gras, il vaut mieux manger léger, pas trop gras, pas trop lourd avant de prendre le volant, puisque pendant que nous faisons notre digestion, eh bien, il y a des phénomènes physiologiques qui se passent qui font que nous ne sommes pas OK par rapport à la conduite. D'accord. Donc, tout ce qui ça favorise 10 à 30 minutes de fatigue. Il y a aussi le phénomène de portable au volant. Alors, que ce soit, que ce soit portable en main ou kit main libre, il n'y a pas de différence puisque quand nous sommes au volant, notre cerveau donne la priorité au téléphone. Selon le message qu'on vous a donné, vous pouvez oublier carrément que vous êtes au volant. Notamment, par exemple, quand Mme Octibel dit le message, il y a des gens qui annoncent à leurs parents, leurs amis, etc., une nouvelle de mortalité ou etc. au volant. Alors, tu ne sais pas que, etc., c'est incroyable. Alors, notamment, quand on est jeune, on peut à la limite, bon, mais quand on a un certain âge, notre affectivité est beaucoup plus sensible et qu'à ce moment-là, nous ne sommes plus en état de conduire de façon sécuritaire. Alors là, c'est téléphone et là, c'est avec le kit main libre, mais c'est la même. Il n'y a aucune différence. Le cerveau, alors, il y a certains moments qu'on doit parler au médecin ou à son pharmacien, à un professionnel de santé et aussi à son entourage. Quand vous sentez que vous êtes gêné pour faire un certain mouvement, par exemple, vous avez été opéré ou hospitalisé. Les suites opératoires, on oublie. On oublie. Je consomme de l'alcool ou de la drogue. Ça, il ne faut pas négliger d'en parler à son médecin. Alors, la drogue, ce n'est pas une question d'âge. On se dit, oui, mais non. Il y a des personnes qui ont eu l'habitude de fumer, de prendre, etc., qui ont 70, 75, 80, qui continuent et qui conduisent aussi. Ce n'est vraiment pas une question d'âge, la drogue. Notamment, je sais, l'alcool, non, mais la drogue, on peut prendre jusqu'à 80, etc. Hein? Oui. Alors, quand, par exemple, vous prenez d'autres médicaments, d'autres médecins, si vous êtes allé à l'hôpital, par exemple, il faut en parler à votre médecin aussi. Vous voyez mal, facilement ébloui. Alors, tout à l'heure, on en parlait de la conduite de nuit. On est facilement ébloui. Quand on était plus jeune, on n'était pas si ébloui. Maintenant, on se rend compte. Il faut se poser les bonnes questions. Alors, quand vous êtes fatigué, vous dormez mal et vous êtes irritable, tout vous embête.
Vous avez des malaises, des vertiges, des syncopes. Vous avez des remarques de votre entourage sur la conduite. Alors, c'est important, quelquefois, ça blesse l'orgueil. Bon, après cet état d'insatisfaction par rapport à quelqu'un a fait une remarque, attardez-vous quand même sur cette remarque. Attardez-vous. Oui. Parce que ça, c'est pas pour rien qu'on fait une remarque. Parce que les parents sont les premières personnes qui voient. Et si nous sommes dans notre entourage, nous avons confiance dans notre entourage, nous vivons avec du monde, il faut entendre ce que l'autre nous dit. Il faut entendre. Quand on a des trous de mémoire, j'ai du mal à me concentrer. Tout ça, toutes ces informations-là, tout ceci doit je dois me poser des questions, je dois rentrer dedans de moi et me poser des questions. Est-ce que je dois conduire? Est-ce que je dois conduire? La sécurité sur la route commence sur votre table de nuit. Qui dit mieux? On prend un petit comprimé avant de dormir. Voilà ce que les chiffres nous disent. 3,4% des accidents mortels de la route sont attribuables à une prise de médicaments. La moitié de ces accidents est liée aux benzodiazépines. Et il faut admettre que plus nous prenons de l'âge, plus nous avons des médicaments à prendre pour ceci, pour cela, etc. Important de lire la composition ou bien parler au médecin. Si on conduit, si on doit conduire, en parler au médecin par rapport au traitement que l'on a. Alors, dans la majorité des cas, il s'agit d'effets sur la vigilance, mais aussi parfois sur la vision, sur la coordination des mouvements, sur le comportement. Alors, attention, un somnifère pris avant le coucher prolonge son action pendant 12 heures. De même, rappelez-vous que l'alcool, même à faible dose, peut augmenter les effets néfastes de médicaments sur la capacité de conduire. Alors, pourquoi on dit faible dose? Parce que c'est l'organisme qui est important là-dedans. L'organisme, selon sa force, selon les maladies, selon, etc., va réagir par rapport à l'alcool. Donc, ce n'est pas en costaud, en pébré, ce n'est pas ça, c'est en parler au médecin, de toute façon. C'est lui qui a le schéma de notre je ne sais pas, physiologie et qui peut nous dire, bon, voilà, l'alcool, etc. Alors, avant de prendre la route, regardez les pictogrammes qui sont présents dans les boîtes de médicaments. Il y a plusieurs niveaux. Niveau 1, soyez prudent, ne pas conduire sans avoir lu la notice. Donc, on s'informe. Niveau 2, prudent, ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé. Et le niveau 3, ne pas conduire du tout. Pour la reprise de la conduite, demandez l'avis au médecin. Donc, on a dit qu'on s'informe quand on a le pictogramme niveau 1. Niveau 2, on prend l'avis du professionnel, de son médecin. Et niveau 3, la route. Je ne conduis pas. Je ne conduis pas. Donc là, c'est une question de responsabilité. Alors, une question, est-ce que les médicaments vendus sans ordonnance présentent un risque pour la conduite? Alors, question au public. Est-ce que les médicaments vendus sans ordonnance présentent un risque pour la conduite? Nous attendons votre réponse.
Qui est-ce qui peut en parler? Qui est-ce qui peut répondre? Est-ce que si vous prenez un petit sirop pour contre la toux, qui contient de la codéine ou de ses dérivés, est-ce que ça peut provoquer une somnolence incompatible avec la conduite? Et il faut savoir, bon, ça se sait de toute façon, qu'on va chez le pharmacien. Oui, j'ai mal ceci. L'autre fois, je suis allée, j'ai demandé un médicament, mais elle me l'a donné. Elle m'a pas demandé pourquoi, parce que c'est là où j'ai l'habitude d'acheter et c'est ça qui est dangereux. L'habitude que le pharmacien a avec vous. Je peux avoir tel médicament, voilà, on vous le donne. Et ça peut être très, très, très dangereux. Il y a des questions? Il y a personne, il n'y a pas de réponse à ma question non plus par rapport à la question. Non, pour l'instant, pas de questions. Pas de question, pas de réponse. Donc, jusque-là, vous nous suivez sans souci. Oui. Alors, Exactement. On vous suit. Pardon? Je n'ai pas compris, Jérôme. J'ai dit qu'on vous suit sans souci. D'accord. Alors, en résumé, nous allons dire que quand le docteur vous prescrit un médicament, ne pas hésiter à lui demander, docteur, est-ce que ce médicament que vous m'avez prescrit a une incidence sur ma conduite? Il faut avoir des informations pour savoir, à propos du médicament pour savoir si vous pouvez conduire. Il faut toujours aussi respecter les ordres prescrites et informez-vous de possibilités d'interaction entre d'autres médicaments. Alors, comme Mme Teixeira nous disait, les médicaments vendus sans ordonnance présentent aussi des risques pour la conduite et vous allez acheter en pharmacie, on n'hésite pas à vous le donner. On continue. Maintenant, on arrive à comment choisir son véhicule. Nous avons des équipements qui protègent et nous avons des équipements qui facilitent la conduite. Alors, les équipements qui protègent. Quand vous vous installez dans votre véhicule, pardon? Non, vous inquiétez pas, continuez. D'accord. Bon, quand vous vous installez dans votre véhicule, prenez le temps de vous installer correctement. Ne montez pas dans votre véhicule et partir. Ou bien vous prenez le véhicule de quelqu'un d'autre, vous montez et puis vous réglez le siège et vous partez. Non, prenez le temps de vous installer le siège correctement. Correctement, c'est pour le siège. Comment vous allez régler votre siège, c'est juste pour vous dire un petit peu ce que vous faites tous les jours pour vous rappeler, puisque vous le faites machinalement. Quand vous descendez dans votre voiture, le plus souvent, vous repoussez le siège. Quand vous remontez, il faut avancer le siège. Comment vous savez si le siège est bien réglé? Bien, quand vous débrayez à fond, vous ne devriez pas avoir de déhanchement et les jambes doivent être légèrement fléchies. Le dossier, quand vous réglez votre dossier, vous mettez vos deux mains à midi sur le volant et vous calez votre corps dans le dossier. Et vous voyez que les bras sont trop tendus, donc ce n'est pas bon. Les deux mains à midi, les bras doivent être légèrement tendus. Donc, vous réglez votre dossier. Les appuis-têtes dans les voitures ne sont pas là pour faire joli, mais c'est pour nous protéger en cas de choc. Donc, la photo que je vous montre là, vous montre l'appui-tête qui est au niveau de la tête. En fait, vous passez votre main sur votre tête et vous devriez sentir le haut de l'appui-tête sur votre tête, comme ça. À niveau? À niveau.
Ensuite, vous pouvez mettre votre ceinture maintenant ou vous pouvez le mettre après avoir réglé vos rétroviseurs. Parce que si vous êtes bien installé, vous réglez votre rétroviseur, vous avez votre ceinture. Peut-être que si le rétro est un petit peu mal réglé, vous allez pouvoir détacher la ceinture et régler à nouveau le rétro. Mais si vous réglez les rétros avant de mettre la ceinture, là, vous allez gagner du temps. Vous réglez le rétro intérieur de manière à avoir toute la lunette, toute la largeur de la lunette arrière. Le rétro extérieur, que ce soit pour la droite ou pour la gauche, vous deviez voir le prolongement de votre voiture jusqu'à l'infini. Et après, vous allez mettre votre ceinture de sécurité. Quand vous avez des enfants, les mamies qui transportent leur enfant, votre enfant doit être aussi dans un siège adapté. Des sièges, il y a des sièges qui sont homologués pour les enfants, pour leur âge, pour leur poids. À un certain âge, à un certain moment, les enfants ont des rehausseurs. Mais quand ils sont petits, un siège homologué, c'est en fonction de leur taille, de leur poids, comme je vous l'ai dit. Ensuite, nous avons les aides à la conduite, les ABS, ESP, l'AFU, le TCS, ASC ou ASCO. Maintenant, presque tous les véhicules sont équipés de ces aides électroniques dont je vous ai parlé. Mais si par exemple, votre véhicule n'est pas équipé de ces aides, votre véhicule n'est pas équipé de toutes ces aides à la conduite en fonction de vos besoins. Donc, prenons l'exemple, par exemple, pour le TCS. Le TCS, c'est un dispositif qui régule l'accélération en fonction de l'adhérence. Nous, en Guadeloupe, on n'a pas besoin de ça, en fait, sauf il n'y a pas de neige, il n'y a pas de verglas. Mais les aides, l'AFU, aide au freinage d'urgence, le PS, les correcteurs, ce sont des aides électroniques que nous pouvions avoir sur notre véhicule. Il y a des équipements aussi qui facilitent la conduite. Alors, là, je vous ai montré, je vous montre déjà là, des pare-brises qui sont larges, bien dégagés, pour nous permettre de voir le plus loin et le plus large que possible. Les constructeurs maintenant font des efforts pour adapter les véhicules aux personnes de plus de 60 ans, pour les seniors. Vous avez aussi des grands rétroviseurs plus grands que la normale, mais il y a aussi des rétroviseurs additionnels, qui peuvent aussi augmenter le champ de visuel des usagers. Il y a les rétroviseurs aussi qui compensent les angles morts. Mais ces rétroviseurs-là ne remplacent pas les angles morts. Ils peuvent le compenser. D'ailleurs, même quand un rétroviseur est bien réglé, ça compense les angles morts, mais les angles morts ne peuvent pas être remplacés ou vus par un rétroviseur. Non, jamais. Vous avez aussi des tableaux de bord, des écrans de tableaux de bord avec de gros chiffres qui vous permettent de lire plus facilement parce que c'est adapté pour les personnes qui ont une vue. Et notamment quand on prend de l'âge, la vision diminue. Voilà. Oui. Si vous devez opter pour un véhicule, il vaut mieux opter pour un véhicule automatique parce que vous n'aurez pas le souci de passer la vitesse, d'autant plus qu'il y a certains gestes que vous ne pouvez pas faire au fur et à mesure que vous n'allez pas pouvoir faire. Donc, il faut se préparer, il faut anticiper sur tout cela. Aussi, avoir un véhicule équipé de limiteur de vitesse. Donc, si on... C'est bien ça. Oui. Donc, si on doit choisir entre le limiteur et le régulateur de vitesse, il vaut mieux opter sur le limiteur de vitesse. Pourquoi? Plusieurs raisons.
Première raison, vous pouvez appuyer sur l'accélérateur autant que vous voulez. Vous avez mis le limiteur de vitesse, vous n'allez jamais dépasser la limitation de vitesse, tout simplement parce que vous êtes limité. Voilà. Vous n'avez pas dépassé la limitation de vitesse, donc vous ne craignez pas d'infraction. La deuxième chose, c'est que il y a ce souci-là, le limiteur de vitesse, c'est que quand vous relâchez votre accélérateur, il n'y a rien qui se passe, vous pouvez accélérer tant que vous voulez, il n'y a pas de souci. Comme le régulateur de vitesse qui met le véhicule en mode automatique, quand il y a une montée, la voiture prend de la force, il y a une descente, la voiture, la vitesse est adaptée, mais le régulateur de vitesse n'a pas Dieu pouvoir. Quand il y a un accident, quand il y a des travaux sur la chaussée, quand il y a un piéton qui passe, quand la circulation est dense, donc vous l'activez et vous le désactivez. Tandis que le limiteur, vous pouvez l'activer et ne pas le désactiver en route quand vous voulez, c'est si vous voulez. Donc, il y a l'avantage d'avoir le limiteur de vitesse et comme ça, on n'aura pas d'infraction. Alors, les accidents les plus fréquents provoqués par les seigneurs se produisent lors des tournées à gauche. Alors, nous avons dit que ceux qui ont passé leur permis il y a 20 ans, 30 ans, les routes n'étaient pas matérialisées comme elles sont maintenant. Vous avez pris l'habitude de faire certaines choses, de circuler sur certaines routes, et le jour où vous êtes moins vigilant, eh bien, j'ai l'habitude de tourner là, je tourne là tout le temps, j'oublie qu'il y a un marquage au sol, donc j'arrive et je tourne, et je ne fais même pas attention au marquage au sol. Et c'est quelqu'un qui va me klaxonner et me dit, mais mettez-vous à côté, vous allez vous rendre compte que vous êtes mal placé sur la chaussée. Je ne sais pas. Bon, je pense que c'est l'une des raisons que les personnes âgées commettent plus d'accidents dans les tournées à gauche. Je pense que c'est l'habitude de conduire, de pratiquer cette route et puis ne pas tenir compte de la signalisation qui évolue aussi. Oui, je voudrais aussi dire que concernant les remarques qui sont faites par rapport à d'autres conducteurs ou par rapport aux enfants, etc., il est souvent difficile pour quelqu'un qui a l'habitude de conduire, qui a pris de l'âge, d'accepter. C'est important d'accepter, d'entendre les remarques qui sont faites et de pouvoir en parler. Faut mettre l'orgueil de côté. C'est trop, conduire, c'est trop délicat. On peut tuer des gens, on peut faire des blessés graves, etc. Laissez l'orgueil de côté. On vous dit quelque chose. Soit on se dit, bon, eh bien, je vais recycler, c'est ça? On peut me recycler, ou bien je laisse la voiture. Enfin, mais il faut faire quelque chose dès lors que des remarques ont été faites. Alors, il y a des remarques de la famille, mais il y a des remarques aussi de l'environnement. Des personnes qui vous dépassent ou bien des personnes qui vous klaxonnent. Si on vous klaxonne, c'est qu'il y a un souci. Le plus souvent, vous ne vous rendez pas compte quand vous ne voyez pas bien. Ce sont les autres qui se sentent en danger. Et si les autres se sentent en danger, c'est que vous aussi vous êtes en danger. Vous roulez au milieu de la route ou bien c'est la nuit, vous roulez avec des feux qui ne sont pas adaptés, eh bien, ça peut créer l'accident. Donc, quand quelqu'un vous klaxonne ou vous fait un appel lumineux, réagissez. Dites-vous qu'il y a eu quelque chose que vous n'avez pas bien fait. Laissez l'orgueil de côté. C'est vrai, bon, il faut réagir, se dire pourquoi on m'a klaxonné. Parce que récemment, il y a eu 2 accidents en Guadeloupe, notamment sur la ligne Jarry, la grande ligne qui va par Pointe-à-Pitre. Eh bien, c'était 2 dames qui conduisaient. Elles ont pris toute la route. Elles étaient 2. Elles ont pris toute la route. Bon, voilà le problème. Et elles avaient, et la personne qui me l'a relaté dit, enfin, ah oui, mais c'était des madames qui tenaient l'âge. Hein. C'est péjoratif. Donc, on fait attention. Elles étaient sur 2 voies en même temps. Voilà. Alors, quand on veut changer de direction,
à gauche. Si nous sommes sur une route à double sens, comme ici, le placement veut que vous serrez l'axe de la chaussée. Mais avant de serrer l'axe de la chaussée, nous avons dit tout à l'heure que la vision, la vision, il y a la vision, il y a l'audition, mais 90% des informations passent par les yeux. Mais il faut regarder régulièrement dans les rétroviseurs et pour voir si vous pouvez tourner à gauche. Si vous observez que quelqu'un a mis son clignotant pour vous dépasser, est-ce que vous allez vous placer pour tourner à gauche? Non. Contrôlez régulièrement. À force de conduire, on conduit par routine et on oublie d'utiliser régulièrement les rétroviseurs. Et ça, si personne ne vous le dit, c'est parce que vous êtes seul dans votre voiture. Personne ne va vous dire. Vous ne contrôlez pas régulièrement dans les rétroviseurs. En contrôlant régulièrement dans les rétroviseurs, on risque de ne pas avoir de surprise. Donc, quand on conduit tout le temps, on regarde juste parce qu'on veut tourner à gauche ou on regarde juste parce qu'on veut ralentir, on risque d'être surpris par les autres puisqu'on ne sait pas ce que font les autres. Donc, pensez à regarder avant de modifier la ligne ou la trajectoire de votre véhicule. Vous voulez tourner à gauche, serrez votre véhicule le long, vous avez bien regardé, le long de la ligne axiale. Si quelqu'un peut ou veut vous dépasser selon la configuration des deux, la personne va passer par la droite et vous montez en face de la voie dans laquelle vous voulez tourner, vous laissez passer ceux qui viennent de face et puis vous tournez. Tenez compte du marquage au sol, de l'autre, avant, pendant et après votre changement de direction. Donc, changez à gauche. Donc, pour tourner à gauche sous la route à sens unique, sous la route à sens unique, il faut se mettre complètement à gauche. Et si vous tournez à gauche sous la route à 3 voies, ici en Guadeloupe, nous avons des voies de sélection qui nous permettent de tourner, sélectionner pour tourner. Et puis, nous utilisons la voie de sélection pour tourner comme il faut. Ensuite, signalez votre intention. Alors, activez vos feux de stop. Pourquoi on ne vous dit pas de freiner, on vous dit activez vos feux de stop. Quand on touche au feu de stop, il y a une lumière rouge qui s'allume derrière. Si vous gardez le pied en continu sur le frein, eh bien, cette lumière va rester fixe et ça ne va pas tellement attirer l'attention. C'est une lumière rouge qui s'est activée parmi tant d'autres. Mais si vous faites clignoter en touchant et en relâchant les feux de stop, la couleur rouge va attirer l'attention. Et puis, vous saurez que ça va attirer votre attention, vous saurez qu'il y a quelqu'un qui veut ralentir. Alors, il y a une question que je vais vous poser et je vais répondre par moi-même. Je ne sais pas si vous allez répondre. Quand vous voulez changer de direction, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre le clignotant d'abord ou alors vous allez freiner ou faire fonctionner les feux de stop. Il y a certains qui mettent le clignotant et quand vous mettez votre clignotant avant, observez bien dans le rétroviseur, celui qui vous suit va ralentir avant vous parce qu'il a vu le clignotant. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Changer de direction ou s'arrêter? Il va ralentir avant vous, dans tous les cas. Et c'est après que vous allez modifier votre allure. Vous allez doser votre freinage, faire fonctionner, activer les feux de stop pour attirer son attention, parce que lui, il a déjà été averti par le clignotant, pour qu'il se rassure de ce que vous faites en fonction de votre allure. Si vous freinez d'abord, vous risquez de le surprendre. C'est comme ça nous arrive à nous tous. Hein. Quelqu'un qui freine, on se dit pourquoi il freine, je ne vois personne devant, et c'est après que la personne met son clignotant. Donc, pensez à regarder régulièrement dans les rétros et signaler votre intention avant d'activer les feux de stop pour attirer l'attention de l'autre. Des fois, vous voulez changer de direction
Et vous vous rendez compte qu'il y a tellement de véhicules, il y a plein de véhicules derrière vous, ou alors celui qui arrive derrière vous n'a pas observé que vous tournez, il n'a pas observé le clignotant, il n'a pas observé l'effet de stop. Ça arrive, hein? On ne peut pas me dire que tous les gens, tous les conducteurs qui sont sur la route sont attentifs à tout. Hein? Il y a un certain moment, le stress nous gagne. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester là, attendre qu'il vous rentre dedans ou non? Vous allez vous sauver, vous allez faire un détour pour une manœuvre dans un lieu plus confortable. Ça arrive que vous voyez quand vous voulez tourner. L'autre usager ne s'est pas rendu compte. Non, vous n'allez pas vous arrêter. Vous continuez pour aller changer de direction quelque part. Vous serez plus confortable. Plus en sécurité. Plus en sécurité. Alors, que dit le code de la route? Le changement important de direction sans avertissement préalable est puni d'une amende de 135 €, un retrait de 3 points. Donc, il faut le savoir, ça. On ne peut pas changer de direction sans signaler son intention. Il y a aussi les giratoires. Alors, pourquoi les giratoires? Parce que ceux qui ont passé leur permis depuis longtemps, il n'y avait pas de giratoire en Guadeloupe. Il y avait un rond-point au Rézé, rond-point de l'aéroport, qui est jusqu'à présent muni de sa signalisation qui est un peu spécifique. Ben, il y avait un stop pour entrer, un cédé de passage pour notre entrée. Donc, ce n'était pas un sens giratoire où il y avait une signalisation qui était adaptée, c'est-à-dire vous avez un panneau de danger qui vous annonce que vous aurez un sens giratoire et un autre panneau qui vous indique que vous n'aurez pas la priorité au sens giratoire avec le panneau de danger avec les flèches enroulées qui donnent le sens de circulation. Maintenant, les giratoires ont pilulé en Guadeloupe. Une chose, alors j'aurais bien aimé poser la question, mais je ne sais pas si on va me répondre. Qui est-ce qui est d'accord pour l'emplacement des passages piétons par rapport au sens giratoire, avant et après le sens giratoire, il y a un passage piéton à une certaine distance? Qui est-ce qui est d'accord avec cette distance-là et pourquoi vous êtes d'accord? Parce que il y a le passage piéton aux abords des ronds-points et à certaines distances. Est-ce que quelqu'un pourra me dire s'il est d'accord ou pas, s'il a déjà observé les passages piétons avant et après les carrefours giratoires et à cette distance-là? Est-ce que quelqu'un pourra me dire s'il est d'accord pour cette distance-là ou pas? Amour? D'accord, donc. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un, un expert en sécurité routière, et qui me disait que il trouvait que les passages piétons n'étaient pas assez loin du rond-point, notamment pour la sortie. Donc, oui, donc, notamment pour la sortie. Donc, je n'étais pas d'accord avec elle. Pourquoi? La première chose que je me dis, avant l'implantation d'un panneau, il y a une étude qui est faite. S'il y a un panneau qui annonce un passage piéton, je respecte la signalisation, bête et discipline. Il y a des personnes qui disent, pourquoi il y a un stop là? Je ne comprends pas, alors on aurait pu mettre un... Nous ne faisons pas d'études pour placer les panneaux. Respectons le stop. Ce n'est pas le jour où il y aura l'accident que vous allez dire, ah, je vois là pourquoi. Voilà pourquoi il y a le stop là au lieu d'un céder le passage. Moi, ce que je dis, c'est que je ne fais pas d'études pour placer les panneaux. Quand il y a un panneau, je respecte les panneaux, que ce soit des limitations de vitesse, panneaux de danger ou tout. Quand vous abordez un rond-point, avant d'aborder le rond-point, naturellement,
vous ralentissez, vous vous placez. Il y a le passage piéton. Le fait que vous abordez le rond-point, vous avez déjà ralenti, il n'y a pas de gros danger parce que vous avez déjà ralenti et le piéton, s'il y a un piéton qui surgit, vous êtes capable de vous arrêter à temps. Mais les gens vous spectent par rapport à la sortie du rond-point. Mais vous sortez du rond-point, mais il y a une voie qui mène aussi, qui rentre aussi. Et les piétons traversent les deux voies. Si le piéton traverse une voie et il y a un terre-plein, et qu'on vous met un rond-point, un passage piéton, c'est parce qu'il y a le risque, il y a un risque qui est évident, puisqu'il y a ce qu'on appelle la zone d'incertitude pour un piéton, qui peut être, la zone d'incertitude est plus élargie quand la personne se déplace plus vite. Donc, le passage piéton est implanté à un endroit où on doit partager la route avec tous les usagers, jeunes, moins jeunes. D'accord. Donc, moi, quand on aborde un rond-point, pensez au passage piéton. Quand on sort du rond-point, pensez aussi qu'il y a un piéton qui peut surgir. Pensez au passage piéton. Maintenant, nous allons voir l'emplacement pour sortir du rond-point, comment se placer pour aller à droite, à gauche ou en face. Le plus simple, c'est qu'avant d'arriver au rond-point, vous savez où vous allez. Imaginez votre rond-point et vous le coupez en deux. Vous coupez votre rond-point en deux. Si vous allez sur la partie de droite en coupant votre rond-point en deux, eh bien, vous restez dans la voie de droite tranquillement. Vous allez à gauche, vous allez rentrer dans la voie de gauche et vous allez revenir dans la voie de droite avant de sortir. Mais la problématique, c'est qu'il faut savoir à quel moment il faut revenir et quelle information qu'il faut prendre avant de revenir. Premièrement, si vous êtes dans la voie de gauche avant de revenir dans la voie de droite, sachez que l'usager qui s'occupe dans la voie de droite est prioritaire sur vous. Donc, négociez votre passage avec lui. Comment vous allez le voir? Eh bien, en tournant votre tête en vision directe. Le rétroviseur ne suffit pas. Vous signalez votre intention, mais attention à la configuration des lieux. Si les sorties sont rapprochées, pour ne pas induire les usagers qui rentrent en erreur. En principe, vous devriez signaler votre intention, circuler dans la voie de droite et revenir en face de l'avant-dernière sortie, considérant que votre sortie, c'est la dernière. Donc, vous revenez, vous circulez dans la voie de droite et ensuite vous sortez. Ne pas rester dans la voie de gauche, couper les deux voies et sortir. C'est très, très, très dangereux. Je vois même des usagers qui dépassent dans la voie de gauche pour sortir dans la même voie que nous. C'est encore plus dangereux et c'est interdit de le faire. Si quelqu'un vous dépasse pour sortir dans la même voie que vous et vous avez un accident, la personne est en infraction et quand vous remplissez votre constat amiable, vous présentez le schéma comme cela, la personne va être pénalisée parce qu'on n'a pas le droit de dépasser quelqu'un et pour ressortir dans la même voie que la personne. Mais en fait, l'idéal serait, concernant les giratoires, j'ai toujours dit ça, mais bon, ça ne se fait pas, qu'il y ait des cours, des formations qui soient mises en place. Bon, évidemment, pas trop cher, parce que la vie humaine est importante, pour qu'à partir d'un certain âge, on puisse, tu vois, prendre des cours pour les giratoires, parce que c'est vraiment catastrophique, hein, la circulation dans les giratoires pour les personnes qui ont un certain âge. Hein, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, bon, alors la nuit encore, c'est pire. Ouais.
Mais tu dis pour les personnes d'un certain âge, mais pour les jeunes aussi, ils Oui, sont d'accord, pressés. mais là, on est dans un contexte de seniors. D'accord. Pourquoi c'est pas fait? Pourquoi? Ça peut être fait, ça? Pour les cours. Les Oui, formations. il faut que la personne se rende compte Oui. que le code de la route a évolué. Voilà. Donc, si le code de la route a évolué, il faut se mettre à la page, puisqu'on est en circulation comme tout le monde. Voilà. Alors, en Guadeloupe, vous allez observer que les ronds-points sont larges, mais qu'il n'y a pas de marquage qui sépare les deux voies. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se placer comme il faut. Pourquoi? Parce que les véhicules encombrants, comme les titans, les transporteurs de canne, ils ne peuvent pas respecter une voie de circulation tenant compte de leur gabarit, tenant compte de leur gabarit. Donc, on ne doit pas non plus dépasser un véhicule encombrant sur un rond-point. Si le véhicule encombrant est sur le rond-point, quand vous allez à droite ou à gauche, laissez-le terminer sa manœuvre, puisque ce n'est pas de sa faute. Le chauffeur doit tenir compte de son gabarit, doit prendre tout le rond-point pour exercer sa manœuvre. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas dépasser un véhicule encombrant sur un rond-point. En résumé, je peux dire que quand vous voulez aborder un rond-point ou un carrefour en sens giratoire, le placement est le même. Mais si vous êtes à un rond-point sans signalisation, le placement est le même, mais la règle de priorité n'est pas la même. C'est important, les giratoires, hein, parce Oui. qu'il y en a quand même pas mal et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas les prendre, même chez les jeunes. Oui, même chez les jeunes, ils n'ont pas envie de faire la rondie, ça prend trop de temps. Voilà. Mais quand vous voulez aller à gauche, il faut bien aller à gauche. Et si quelqu'un est à gauche, celui qui est bien dans sa droite ne gêne pas celui qui veut aller à gauche. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de marquage qu'on ne doit pas se placer. Voilà. Donc, en résumé, coupez le rond-point en deux. Si vous allez à droite de l'axe, vous restez dans la voie de droite pour aller à droite et pour aller en face. Et une fois que vous voulez aller à gauche, vous montez à gauche, vous roulez à gauche. Ensuite, vous vous préparez à revenir dans la voie de droite, circuler un peu dans la voie de droite et sortir à droite. On ne peut pas couper les deux voies en même temps. Les ronds-points. Alors, des solutions pour se mettre à niveau. Très important. Voilà ce que je disais, les stages. Les stages. Ouais. On peut faire un stage dans une autre école. Absolument. Et là, c'est là qu'on va se rendre compte comment les choses ont évolué. Il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à cela. Les choses ont évolué. Nous avons notre sagesse. Et puis, nous devons rester corrects vis-à-vis de nos enfants, de nos petits-enfants. Nous devons nous mettre à la page. Les enfants et les petits-enfants sont heureux quand ils voient que leurs parents, leurs grands-parents sont à la page pour discuter avec eux. Donc, on peut faire de la formation pratique, franchissement des ronds-points, changement de direction. On peut faire aussi la formation théorique parce qu'il y a de nouveaux panneaux qui sont arrivés. En voilà quelques-uns. Ce panneau-là, qui est sur une route à sens unique, mais pourtant, depuis 2010, c'est à double sens pour les cyclistes. Les routes à sens unique sont à double sens pour les cyclistes. Ça, il n'y a pas cette situation en Guadeloupe, mais vous voyagez. Il y a aussi ce panneau qui indique chemin sans issue, mais il n'y avait pas les piétons et les cyclistes peuvent aller. Il y a un chemin pour les piétons et les cyclistes. On avait juste chemin sans issue, on n'avait pas tout ça. Voilà. Le panneau de danger aussi qui annonce qu'on va traverser dans une zone de fumée ou de brouillard. Les panneaux qui indiquent où est-ce qu'on peut trouver les caddies. Et là aussi, le panneau qui indique que le parking est surveillé. Ça, ce sont seulement, ne serait-ce que cela qu'on peut aider, mais on peut toujours voir les autres si vous pensez faire une réactualisation des connaissances et pratiquer de la pratique. Je pense que la réactualisation des connaissances est fondamentale, important quand on a un âge, vraiment, parce que c'est pourquoi quand les gens disent ouais mais encore on était dans le temps kazaï
ils ne savent pas conduire, tu vois, on est décrié par rapport à notre âge du fait que, eh ben, on ne s'est pas mis à jour. Je ne sais pas s'il y a des pubs qui sont faites pour ça, je ne sais pas moi comment ça se passe. Mais les gens, en particulier, pour pousser la porte d'une auto-école et dire que je veux me mettre à jour pour le code de la route. Ouais. Ce n'est pas si cher que ça. Ou bien une association aussi peut le faire et proposer la réactualisation des connaissances en théorie et en pratique pour leurs adhérents. Je voulais dire, alors tu disais que de notre âge, la réactualisation des connaissances est importante, mais je dis à tous ceux qui ont eu leur permis, depuis plus de 10 ans, l'évolution est à un rythme effréné. La réactualisation de connaissances est importante. Et aussi, c'est le moment de faire le point sur votre expérience de conduite. Est-ce que vous avez 10 ans de permis, mais est-ce que vous faites les choses comme il faut avec la routine? On est comme tout le monde. Si on n'est pas dans le domaine, on ne voit pas l'évolution. Alors, donc, des leçons et de conseils de conduite dans une auto-école. Et là aussi, il y a un nouveau panneau qu'on ne connaissait pas. Après 65 ans, plus de 45% des déplacements se font à pied, contre moins de 30% pour l'ensemble de la population. Alors, quand faut-il s'arrêter de conduire? Qui est-ce là, vraiment, j'ai tellement envie d'avoir des réponses. J'ai envie d'avoir des réponses. Oui, ce serait pas mal ça. Ce serait pas mal qu'on ait une réponse. Même une personne. Dites-moi quand est-ce que, selon vous, il faut s'arrêter de conduire? J'attends 15 secondes pour voir s'il y a quelqu'un qui me répond. Non, mais ce serait important qu'on ait au moins une réponse. Oui, alors, monsieur, oui, Georges. Et bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Oui, bonjour. En tous les cas, félicitations pour cette intervention que j'ai pris un petit peu en retard parce que j'étais pris aussi ailleurs. Alors, je voudrais dire un certain nombre de choses rapidement. Alors, pour répondre à ta question, premièrement, à quel âge? Ce serait intéressant que la France prenne un peu l'exemple sur le Canada. Au Canada, à partir d'un certain âge, je ne me souviens plus, parce que j'ai mon fils qui a résidé là, il y a un examen obligatoire. Tu as un examen médical obligatoire pris en charge par l'État du Québec. Enfin, il y a un organisme pour ça, où les gens se présentent et ils ont un examen obligatoire, œil, audition, réflexe, etc. Et à partir de là, ils ont un timbre qu'ils apposent sur la plaque d'immatriculation, comme la plaque d'immatriculation obligatoire qu'à l'arrière au Canada. Donc, la police, n'importe qui peut voir, etc. Deuxièmement, pour la réactualisation, c'est une question de motivation. Effectivement, tu as parlé un moment d'orgueil, etc. Par exemple, je vous donne mon exemple personnel. Mon ex-beau-père, décédé, ainsi que mon épouse décédée, on a fait en sorte, c'était en Martinique, on a fait en sorte que, comme c'était quelqu'un qui était connu dans sa commune, et il avait chaque fois des problèmes. Il cognait des voitures, enfin, il rentrait dans les poteaux, etc. On a monté une combine avec les gendarmes qui le connaissaient. Et un jour, on l'a contrôlé sur la route en lui disant, monsieur Untel, vous êtes à partir de maintenant, ceci, cela. Il a eu tellement peur qu'il a garé sa voiture. Il a garé sa voiture. On ne lui a pas dit. Hein. On ne lui a pas dit que c'était nous. Il a garé sa voiture et plus jamais il a pris la route. Mais voilà. Donc, je même s'il faut aussi, utiliser un subterfuge, c'est pas grave. Mais oui, c'est ça, parce que quand on tient à la personne, comme on disait pour le truc de l'alcool, on ne laisse pas partir. On laisse pas partir. Donc voilà, ce serait intéressant que les politiques mettent l'examen médical obligatoire, enfin, aller faire des recherches comme au Canada, et ensuite, à partir d'un certain âge, trouver les stages obligatoires de conduite, mais avec une prise en charge financière, parce que la plupart des personnes sont à la retraite. Ils n'ont peut-être pas toujours le temps et puis l'argent aussi pour aller dégager, parce que beaucoup de gens, à partir d'un certain âge, sont bénévoles dans d'autres associations
Et puis, bon, ils n'ont peut-être pas le temps. Et puis, c'est vrai, comme tu disais à un moment, l'orgueil revient. Donc, il faudrait vraiment Voilà. trouver la motivation pour que les gens, et puis le maître mot pour la conduite ici, ailleurs ou ici en Guadeloupe ou ailleurs, c'est bon, beaucoup de courtoisie, respect mutuel, prudence et patience. Voilà, je ne sais pas Absolument. si j'ai répondu à ta question, mais en Absolument. tous les cas, félicitations. Voilà. Absolument, Et absolument. bonjour aux Alors, autres parce que j'étais absent un moment, mais bon, ça y est, je reviens. Voilà. d'accord. Ok, j'écoute. Ouais, Merci. d'accord. Merci, Georges. Alors, la France, maintenant, quand les jeunes passent leur permis, ils ont leur permis pour 15 ans. Et donc, maintenant, si mon permis, là, j'ai refait mon permis ces jours derniers parce qu'il était abîmé, vraiment trop abîmé, on me l'a redonné pour 15 ans. À un certain moment, tous les gens qui conduisent, qui ont où leur permis est passé par la préfecture, à un certain moment, ils auront leur permis pour 15 ans. Après les 15 ans, il y en a sûrement qui vont refaire un test psychotechnique pour revoir leurs aptitudes, pour savoir si on peut leur donner leur permis de conduire. Je ne sais pas si c'est le même test que l'on fait pour les personnes qui sont en suspension qu'on va faire, mais pour l'instant, quand quelqu'un, par exemple, est en suspension du permis de conduire, quand on lui redonne le permis, eh bien, c'est pour 15 ans. Ce n'est pas vitam aeternam. À 15 ans, vous êtes obligé de, pour continuer à conduire, faire un test ou quoi. Ça, c'est une chose. Autre chose, on va parler de la commission médicale tout à l'heure, mais le rôle de la commission médicale est important et aussi le rôle du médecin est important. On peut pas, il faut se poser les bonnes questions. Vous faites un premier bilan personnel. Alors, c'est moi, mon entourage me dit, papa, j'ai un peu peur, ceci, cela. Et là, je viens de donner un exemple. Quand il n'entend pas, sans le frustrer, quand on aime quelqu'un, on le retient par n'importe quel moyen. La personne aussi peut en parler à son médecin pour dire ses soucis, son appréhension, son inquiétude. Mais si le médecin sent qu'il ne peut pas répondre, le médecin peut orienter cette personne vers la commission médicale du permis de conduire. La commission médicale du permis de conduire, son rôle, ce n'est pas de sanctionner, mais c'est pour pouvoir adapter, donner à la personne une chance de continuer à rester indépendant. Il y a, par exemple, si la personne a un problème de vue, la commission médicale peut lui dire que vous avez votre permis, mais vous conduisez le jour, pas la nuit. Il peut vous donner le permis pour 2 mois, 3 mois, s'il veut suivre votre état de santé, votre état physique, psychique, 2 mois, 3 mois, et puis vous allez revenir dans 2 mois. Vous-même, vous vous êtes rassuré, et si votre entourage vous parle de certaines choses, vous allez dire, mais si la commission me donne l'autorisation de conduire dans la journée pour un mois, je pense que je peux conduire dans la journée pour un mois. Vous pouvez aussi privilégier l'arrêt progressif. L'arrêt progressif, on ne va pas se dire du jour au lendemain, je ne vais plus conduire. Non. Vous n'allez pas conduire. S'arrêter brutalement, ça veut dire que vous êtes synonyme de dépendance ou de perte d'autonomie. Vous pouvez commencer à limiter vos déplacements. Ne pas sortir aux heures de pointe. Le soir. Ne pas aller trop loin. Ne pas sortir quand vous faites un trajet familier et puis tout le temps vous faites le même trajet. Essayez aussi de changer de trajet.
allez à un endroit, si par exemple vous faites le tour du centre-bourg de la ville, sortez un petit peu, allez un petit peu, vous faites 100 mètres pour seulement voir qu'est-ce qui se passe et ça va réactiver la mémoire, la vigilance, les neurones. Alors, dans quel cas on peut contacter la commission médicale? Si le médecin traitant vous dit la voie et la commission, c'est la commission qui va vous dire si vous pouvez conduire ou pas. Il y a des gens de diverses pathologies. Et si vous-même vous sentez que ça ne va pas, vous êtes quelqu'un de responsable, vous allez dire que la commission, savoir que la commission ne sanctionne pas, mais peut vous aider à rester autonome. Il y a des aménagements du permis de conduire qui sont possibles pour certaines pathologies, ne pas l'oublier et savoir que on peut le faire. Alors, en conclusion, nous devons accepter les inconvénients dus à l'âge et susceptibles d'impacter la conduite. Alors là, je voudrais dire que, c'est pas moi qui l'invente, hein, statistiquement, les hommes acceptent beaucoup plus difficilement les inconvénients dus à l'âge, d'où leur présence plus nombreuse sur la route à un âge avancé sans qu'ils aient fait un test, sans qu'ils aient fait un recyclage, etc. Donc, les hommes qui nous entendent ou les femmes, etc., qui nous entendent, qui ont des parents, etc., inciter les hommes à faire ce que tu viens de dire, à faire un test de façon à être assurés par rapport à une conduite sécuritaire. Et là, ils auront confiance dans ce qu'ils font aussi, et les parents aussi auront confiance. Oui. Alors, remarquez, accepter les remarques de l'entourage, puisque l'entourage aime son senior, et demander conseil à un professionnel. Questions publiques. Y a-t-il des questions? Alors, moi, bonjour Thierry, vas-y, bon. J'ai pas une question, c'est juste une suggestion. C'est-à-dire que c'est vrai que dans mon cadre professionnel de sapeur-pompier, j'interviens souvent sur la route, malheureusement, pour ramasser les personnes qui sont victimes d'accidents. Et c'est vrai qu'au niveau des personnes âgées, je dirais aussi qu'il faut rajouter un élément très important, c'est la maladie. C'est bien se connaître, savoir ce qu'on a comme maladie et être suivi. Et demander au médecin par rapport à la maladie, qu'est-ce que je peux faire ou pas faire sur le réseau routier. Il y a beaucoup de gens qui font des crises d'épilepsie, il y a des gens qui font du diabète, etc. Et ça, c'est un vecteur aussi de malaise en conduisant. Des AVC, c'est-à-dire on conduit, on part normalement de chez soi, et malheureusement, on est victime de malaise et ça peut occasionner des accidents. Donc, c'est aussi, à un certain âge, c'est bien se connaître et savoir ce qu'on peut faire ou pas en relation avec son médecin traitant qui pourra effectivement dire, ben voilà, vous êtes en mesure de pouvoir faire ça ou pas ça, ou faire attention à l'alimentation, les médicaments aussi, la prise de médicaments, ça peut aussi amener une forme de somnolence, etc. Donc, c'est bien se connaître. Ça, c'est bien, c'est très important. Sinon, ben, c'était un très bon sujet. Merci à vous. Merci. Alors, merci Thierry pour ton intervention. Donc, bien se connaître, on ne peut pas bien se connaître. C'est pour ça qu'on demande l'aide de l'entourage, l'aide du médecin. On ne peut pas bien se connaître tout seul s'il n'y a pas quelqu'un à côté qui te dit attention à ça, attention à ça, attention à ça. Si on est seul au monde, on ne pourra pas se connaître, puisque on se connaît, mais par rapport à l'entourage, on a une image par rapport à l'entourage. Merci pour ton intervention, c'est très bien dit. Une autre question? Non, il ne parle pas. Il parle? Non. Non, mais je ne vois pas. Son micro est fermé, je ne sais pas si. Si quelqu'un veut parler, il faut ouvrir son micro. C'est Edmond. Bonjour. Ah, bonjour. Ton micro est fermé. Oui, j'ai du mal à rentrer sur le système parce que j'ai dû le faire avec mon mobile parce que le système d'Internet est très dégradé dans mon secteur. Arlette, oui, avec la personne qui t'accompagne, d'une qualité vraiment de très haut niveau.
Merci. Ça, c'est le spécialiste des questions de la route qui te le dit. Et j'apprécie beaucoup que cette émission, je pense qu'elle sera répétée parce que les hommes et les femmes qui conduisent le soir avec des problèmes de vue d'une manière récurrente doivent s'abstenir de conduire le soir. Ne pas laisser, quand ils ont été faire leurs courses, attendre qu'il soit 18 h pour rentrer. À 17 h, il faut qu'ils soient déjà rentrés chez eux. Très bien. Deuxièmement, les pare-brises des véhicules doivent être propres de l'intérieur et que la buée puisse obturer la vision. À 90% des véhicules qui roulent en Bradford, les pare-brises ne sont pas nettoyés de l'intérieur. Avec un chiffon propre, avec un vieux journal, on nettoie son pare-brise de l'intérieur. Après, de l'extérieur, on le nettoie et l'essuie-glace avec le jet d'eau fait le reste. Ouais. Et là, on a une amélioration de sa vision. Même si on a une bonne vision, quand un pare-brise prend de la buée, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement est intervenu dans le contrôle technique, lorsque le désembuyage d'un véhicule ne fonctionne pas de l'intérieur, le véhicule est mis en non-conformité, en contre-visite. C'est important. L'autre chose, c'est le marquage des routes qui sont devenues, je dirais, inexistants par l'usure, qui ne sont pas faits, surtout sur les routes de campagne du soir. Et quand il commence à brumer, il pleut, l'usager a du mal à circuler. Et il insiste pour poursuivre sa route. Et à partir de ce moment-là, des accidents peuvent se faire dans des conditions vraiment n'importe comment. Les efforts sont à faire du côté du conducteur. C'est déjà, il faut ralentir sa vitesse à ce moment-là, rester bien sur sa droite et éviter des dépassements inutiles parce qu'on a une très mauvaise vue et le marquage est difficile. L'autre problème, c'est l'alcool. Le problème de l'alcool, c'est dans un système, je ne dirais pas antillais, c'est national. Les gens n'admettent pas qu'ils ont mangé un sandwich et qu'ils doivent boire, ils veulent boire une bière. À partir d'une bière, on est déjà coincé. On ne peut pas prendre le volant. Et on va faire passer ce message-là d'une manière beaucoup plus régionale, même je dirais nationale, mais comme chez nous, la Guadeloupe, c'est régional, on doit insister de cette histoire de vouloir à tous les coups, un sandwich à la morue, boire derrière parce que la permet de se retrouver. Non. Et de toutes les manières, l'effort est à faire. Au niveau des véhicules ambulants, au niveau des petits commerces, d'arrêter de vendre de la bière aux usagers de la route qui s'appellent chez soi, à vélo, en deux roues ou en voiture. Il faut qu'on ait le courage de le faire parce que c'est une solidarité, je dirais, départementale, régionale qu'on fait, et éviter ce fameux massacre sur la route en 2021. Voilà. Alors, l'émission que tu fais avec madame à tes côtés, il n'y a pas de cotation à donner parce que c'est hors norme. C'est super. Tu as de la qualité, Aulette. La dame à côté de toi a aussi de la qualité. Mais Aulette, tu as pu sortir des mots qui sortent vraiment dans les endroits où, quand je suis dans les symposiums que nous parlons, si les constructeurs ont mis les aides à la conduite, il faudrait que le vendeur de voitures explique à l'acheteur comment faire fonctionner les aides à la conduite. C'est important. Et c'est pour ça qu'à partir de juillet 2022, les véhicules vont sortir maintenant avec une caméra centrale auquel les angles morts seront inexistants. Parce que tous les véhicules construits au 1er juillet 2022 seront munis de caméras, une caméra 360. Les gens pourront voir toute la voiture pendant qu'ils circulent, tout angle mort sera détecté, ça va nettement améliorer la circulation. Mais ceux qui ne l'ont pas encore, aussi comprendre que rouler avec des vitres teintées, c'est un danger. Et si le gouvernement est intervenu au niveau du contrôle technique pour que les vitres latérales, avant, gauche et droite, ne doivent pas être teintées, parce que les gens ont du mal à voir dans leur
Quand il pleut, ils ne distinguent rien sous la route. Et même pour faire des marches arrière, ils arrivent à écraser des pétons ou des Eh deux. oui. L'effort est à C'est faire. aussi, hein. Cette émission-là doit être prise en compte pour pouvoir mettre en place des stages de recyclage pour les personnes dès 60 ans. Ce n'est pas après 70 ans, c'est dès 60 ans Absolument. que ça doit être fait. Eh ouais. Et je m'adresse aussi à certaines mamans qui roulent avec des véhicules à mauvaise visibilité. Pare-brise ne fonctionne pas. Et si glace ne fonctionnant pas, on vient de la sortie d'école avec des enfants non attachés dans des sièges. Et ces mamans-là, ce sont bien souvent des mamies qui ont déjà 60 à 80 ans, qui rendent service à leurs enfants, mais dans ce service qui peuvent aussi détruire la vie d'une Eh oui. Très juste. part est à faire. Et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, je dis encore mon chapeau pour Arlette. Et grâce à Dieu, tu as encore des bons jours devant toi, Arlette. Merci. Merci Edmond pour ton intervention. C'est un pro et ça se voit. Jérôme? Alors, Oui, alors, parfait. Ben, écoutez, ça fait un beau témoignage et un bon complément. merci. Un bon complément surtout. Alors, je vois que Madame Gérillon lève la main. Oui. Madame Gérillon. Mais son micro est fermé. Son micro est fermé. Madame Gérillon, il faut ouvrir votre micro. Le micro est fermé. Oui, son micro est fermé. Toujours pas. C'est fermé. Ah, Parfait. là c'est ouvert, mais. Ouais. Tu l'entends? Non. Je ne l'entends Non. pas, peut-être. Il n'y a pas de son. Moi non plus, je ne l'entends pas. On vous entend pas, Madame Gérillon. C'est de ce côté. C'est chez elle. Puisqu'on entend tout le monde sauf. Oh, dommage. On vous entend pas, Madame Gérillon. Si vous voulez nous laisser le mot, vous pouvez le faire dans la boîte à discussion. Et je vais lire votre message. Bon, en tout cas, effectivement, hein, monsieur l'a dit, vous avez été brillantes, mesdames. Donc, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir, très clair, très simple. Donc, voilà, vous avez évoqué plusieurs composantes. La vision, la fatigue, les médicaments, le véhicule, etc. Donc, c'était vraiment très enrichissant. Donc, on vous remercie énormément. Il faut savoir que ce webinaire a été enregistré sur Facebook. Donc, c'est aussi l'occasion de partager peut-être l'information et permettre à ceux qui n'étaient pas présents avec nous de pouvoir visionner cette action, donc notamment visible sur le Facebook de la Mutualité française de Guadeloupe. Merci pour la question de la dame. Elle n'est pas arrivée? Non. D'accord. Elle a un problème. Un problème. On arrête là, Jérôme? Très bien. Bon, ben... Alors, nous vous remercions pour votre participation, pour le témoignage du participant, pour nous avoir fait confiance pour réitérer ce webinaire. Et donc, si ça, il peut y avoir une suite pour les personnes âgées qui prennent conscience, qui pensent à la réactualisation des connaissances, qui est quelque chose que l'on doit faire. On passe un permis, on passe un examen, on a un diplôme, mais on réactualise ses connaissances. Pourquoi pas pour le permis? Il n'y a pas de mal à cela. Je remercie tout le monde et je reste à votre disposition. Tu veux dire un mot? Oui, ben, merci aussi. Je souscris à l'idée de mettre en place des formations, et ça a toujours été mon dada, pour les personnes d'un certain âge.
Alors, comment faire? Je ne sais pas, mais je pense que ça passe par là, la réactualisation des connaissances. Donc, il faut voir comment ça peut être jouable. Ouais. Alors, c'est vrai que la mutualité française, par exemple, a un lien étroit avec les CCAS ou les clubs de retraités. Et à l'origine de cette action, l'idée était de faire cette première séance d'information et après, on avait prévu de faire ces petits stages de sensibilisation. Voilà. Ouais. On attend que la situation sanitaire évolue et la mutualité française continuera à jouer son rôle de prévention. Et donc, l'idée, ça sera qu'on puisse vraiment aller au cœur des CCAS, au cœur de la population, au cœur des associations pour justement apporter l'information et embrayer derrière avec ces petits stages qui pourraient permettre à tout un chacun de voir à quel niveau il en est par rapport à la conduite. Absolument. Donc, voilà. Donc, on continue quand même parce qu'il faut continuer à informer la population et c'est comme cela que le message va continuer à passer. Monsieur Nembro, vous voulez dire quelque chose? Oui, non seulement je remercie tout le monde, etc., mais je voudrais surtout dire que le CCAS de la mairie de Gourbert a eu l'occasion de faire une formation sur les seniors. Je crois que c'est en 2018. Ça passe en saccadé. Avant le Covid. le confinement. D'ailleurs, c'était une action en partenariat avec nous. C'est déjà organisé. Ça a été... Voilà. Oui, donc M. Nembro disait que le CCAS de la ville de Gourbert a organisé. Bonne semaine à tout le monde. Merci. Alors, c'est pas assez mal, mais il disait que le CCAS de Gourbert a eu l'occasion d'organiser une action sur la sécurité routière. C'était avant le Covid, certainement 2018-2019. Et d'ailleurs, la mutualité aussi était en partenariat. Et de mémoire, il y a un peu moins de 10 ans, on avait fait aussi une très belle manifestation à l'espace régional du Rézé. Donc, ça s'était très bien passé également. Donc, l'idée, c'est de continuer et de proposer de plus en plus d'actions sur cette thématique. Donc, voilà. Merci encore. Passez une bonne journée. Et puis, vous pouvez rester connecté sur le Facebook ou l'Instagram de la mutualité parce qu'on communique beaucoup. On va proposer beaucoup d'actions en version webinaire dans les prochains jours. Donc, voilà, si vous voulez participer, connectez-vous sur les réseaux sociaux. Passez une bonne journée et puis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.